Commenté par les auditeurs. Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Garay Girassi. Bonsoir Garay. Bonsoir Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Emmanuel Milimono. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Bonsoir à vous Ibrahim Mansouri Lenkolsoma. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Du côté de la technique, Karifa Azidan Traoré et Ibrahim Assila, c'est parti pour Talk Politique. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. À la une politique, des candidats ajournés au concours d'accès à la profession d'avocat contestent les résultats issus de l'examen qu'ils ont passé en vue d'accéder à la dite profession. Sur un effectif de 236 candidats, il n'y a que 11 qui ont été déclarés admis pour l'étape suivante. Ce lundi, ils ont déposé un mémo chez le bâtonnier de l'ordre des avocats. Quel est le contenu donc de ce mémo? Nous aurons au bout de fil M. Suleiman Assidibé, il est le porte-parole des fondeurs. Ce lundi 1er novembre, l'armée guinéenne célèbre son 63e anniversaire depuis sa création. Une occasion pour le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, de rendre hommage à l'armée guinéenne pour sa bravoure et son dévouement. Il a profité aussi de l'occasion pour annoncer la mise à la retraite de près de 1000 militaires qui vont bénéficier de l'attention et de l'accompagnement. La question, l'armée guinéenne était-elle vieillissante? L'administration publique sera-t-elle la prochaine étape? On pose le débat dans cette émission. Les responsables de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia décident d'instaurer une discipline au sein de ce temple du savoir. Pour ce faire, ils ont interdit toute tenue jugée indécente. Cette décision est rentrée en vigueur ce matin, premier jour de la rentrée universitaire. Des agents étaient visibles à la rentrée principale de l'université pour faire observer la discipline. Certains étudiants, même des particuliers, se sont vus refuser l'enceinte de l'université. Apprend-on quel est le bien fondé de cette décision? Monsieur Souri Sidibé, il est le secrétaire général de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il répondra à nos questions dans à bâton rompu. En fin donc, il ne s'en fout pas. On vous donnera la parole en fin d'émission pour que vous exprimiez sur ce sujet concernant l'interdiction des habillements extravagants à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. En chapeau de cette émission, la 26e conférence des partis sur le climat COP26 s'est ouverte ce lundi à Glasgow. Plus de 120 dirigeants du monde prennent part à ce sommet sur le climat. L'Afrique, un continent moins polluant, mais subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, ce qui est incompréhensible pour beaucoup. Alors, la question, parce que beaucoup de dirigeants africains, une vingtaine même, prennent part à ce rendez-vous mondial. La question, quelle position ces dirigeants africains devraient adopter par rapport à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, Lincoln? La COP de cette année, c'est une dernière chance donnée pour sauver ce qu'on appelle l'accord de Paris. C'est ça l'enjeu principal d'ailleurs. Et il faut signaler surtout que 197 pays et organisations sont attendus d'ailleurs au niveau de ce sommet. Aujourd'hui, l'objectif, c'est atteindre ou réaliser 1,5 degrés Celsius de carbone contre le taux un peu plus élevé. Mais aujourd'hui, il faut savoir que parmi les grands pollueurs, l'Afrique ne fait pas partie. L'Afrique est parmi les pays qui devraient recevoir le fonds carbone pour pouvoir certainement atténuer le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le continent est plus victime qu'acteur dans cette situation. Donc, la vraie position du continent devrait être de sorte d'exiger
avec la bonne volonté de certaines ONG et d'autres nations, que les États pollueurs puissent payer. En tout cas, c'était 100 milliards de dollars qui devraient être payés. Sur les 100 milliards de dollars, aujourd'hui, la mobilisation n'est pas aussi que ça. Donc, la position de l'Afrique devait être de sorte que les pollueurs acceptent de payer pour leur pollution. Ou accepter peut-être d'appliquer, comme vous l'avez dit, l'accord de Paris. Mais c'est surtout cela. Justement. Aujourd'hui, c'est sauver l'accord de Paris. Concernant l'émission de gaz à effet de serre, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ces pays les plus riches, qui n'arrivent toujours pas à respecter cet accord, malheureusement, c'est nous, l'Afrique, les Africains, qui sont victimes, comme vous l'avez dit. Il y a un peu d'avantage désormais, puisque vous savez, les États-Unis sous Trump sont parvenus à déranger pratiquement le fond de l'accord. Avec l'arrivée de Biden. La sphère a changé et on sait que la Chine revient peu à peu sur sa position. Et je sais qu'avec les États-Unis, la Chine, le Brésil qui pourrait avoir la volonté, puisque le président brésilien aussi est anti-climat, s'il faut dire ainsi. Mais aujourd'hui, les Africains et d'autres organisations qui quand même veulent éviter le changement climatique ou lutter contre le changement climatique devraient exiger à ce que ces pays pollueurs payent pour leur pollution. C'est ce qui devrait être la position du continent, même si l'Afrique ne pèse pas beaucoup. Mais nous sommes le poumon pratiquement du climat à travers le monde. Vous savez, les pays développés ont pratiquement tout balayé sur leur chemin. Je ne parle pas de la forêt d'Amazonie, mais la plupart des réserves pour la protection du climat se trouveraient aujourd'hui dans nos différents États, surtout sur le continent. C'est pourquoi nous sommes une plateforme très importante pour sauver le climat mondial. Voilà, l'Afrique doit exiger à ce qu'en tout cas cet accord de Paris soit appliqué. Mais est-ce que nous pèsons ? Est-ce que nous avons cette voie, nous avons cette chance, en tout cas pour amener ces pays occidentaux à pouvoir accepter de respecter cet accord, Guirassy? Bon, vous savez, moi j'ai pris part à beaucoup de COP à travers le monde, mais vous savez, l'Afrique quand même est la potentielle victime en ce qui concerne l'émission des gaz à effet de serre. Donc l'objectif de la conférence d'ailleurs, c'est de faire en sorte de maintenir l'émission des gaz à effet de serre en deçà de 2 degrés Celsius, ce qui découle d'ailleurs de l'accord de Paris qui peine à être quand même appliqué par les États. Vous savez, la Chine, les États-Unis font partie quand même des grandes puissances, des grands pollueurs dans le monde, mais qui sont réticents par rapport à l'application de son parce contenu. Que ça va forcément les amener Lincoln l'a dit, puisque sous l'ère Trump, on a vu ce qui s'est passé. Les États-Unis se sont d'ailleurs retirés de cet accord cadre mis en place à la COP 21 de Paris. Aujourd'hui, il y a quand même, il est très important de se questionner par rapport à l'Afrique et l'avenir de l'Afrique. Nous avons vu ces derniers temps tout ce que l'Afrique a connu en termes de pollution de l'environnement. Nous avons vu des feux se propager. Nous aussi, il y a de la déforestation. La déforestation et le désert ne fait que descendre vers surtout l'Afrique occidentale. Donc c'est l'Afrique quand même. Donc ça veut dire que nous aussi, on a vraiment quelque part un devoir vis-à-vis du monde entier pour, en tout cas, même si on ne pollue pas, mais il faudrait qu'on évite peut-être la déforestation. Mais vous savez, ce qui ne se dit pas à cette conférence, selon ma propre analyse des choses, c'est qu'on essaye d'empêcher l'Afrique de faire de même que les puissances, les grands pollueurs. Parce que nous voyons quand même que dans les dessous, les grands pollueurs ne sont pas prêts à baisser la garde, ne sont pas prêts à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Donc il faut quand même s'appuyer sur l'Afrique pour empêcher l'Afrique de se mettre au même niveau et de créer des grandes entreprises qui vont quand même faire de la production. Donc il y a quand même quelque chose de sous-entendu. Donc il faut quand même mettre la même base sur l'Afrique, mais l'autre problème concernant le fonds à débloquer. C'est vrai qu'il y a un fonds carbone qui existe, mais il y a quand même tout un protocole, beaucoup de protocoles autour de l'obtention de ce fonds. Donc ça fait que les Africains ont du mal à débloquer le fonds parce qu'il y a trop d'empêchements, trop de protocoles, il faut faire ci, il faut faire cela. Donc on vous dit
il y a un fonds, mais pour moi, le fonds n'existe pas. Parce que si vous voulez débloquer ce fonds, il y a tout un problème autour. Donc, je pense que l'Afrique ne doit pas partir en se victimisant. Il faut quand même qu'il se regarde en face, dans les yeux, pour pouvoir se dire la vérité sur ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, je ne vois pas l'avenir de ces conférences et l'avenir de la planète Terre. Malheureusement, l'Afrique, elle est la plus victime, alors qu'elle ne pollue pas. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive vraiment pas à nous imposer. On le sait bien. Peut-être c'est parce que nous sommes dominés par les puissances. Emmanuel Milimono, quelle position les dirigeants africains? Ils sont une vingtaine à prendre part à ce sommet. Quelle position ces dirigeants doivent adopter face à ces pays riches quand même? Moi, je pense que la position de l'Afrique dans ces négociations n'est pas déjà mal, parce que c'est quand même l'une des questions qui a réussi à mobiliser toute l'Afrique, on va dire, qui a réussi à fédérer toute l'Afrique. Souvenez-vous, il y a un moment, le continent africain avait désigné des champions dans chaque domaine. Et dans le domaine justement de la négociation des énergies vertes, de la transition écologique et tout, je pense que l'Afrique est bien partie parce qu'il y a un porte-parole de l'Afrique à cette conférence. Et de l'autre côté, il y a aujourd'hui d'ailleurs la rencontre du groupe des 77 et la Chine, je pense, qui s'ouvre là-bas à Glasgow. Et cette rencontre, enfin, ce groupe, ce G77, il est présidé par la Guinée. Donc, l'Afrique apporte quelque chose. Et je pense que le continent est quand même parti uni à ce sommet. Et les discours que moi j'ai suivis des différents, on va dire, des différents émissaires de l'Afrique depuis que ça a commencé, c'est un discours un peu, on va dire, de conquête. Parce que chacun dit, cette fois, il va falloir qu'on écoute l'Afrique. Il va falloir qu'on tienne compte des préoccupations de l'Afrique dans le changement. Mais on n'arrive pas à faire plier ces puissances. On n'arrive vraiment pas. Mais dans le combat, ce sont des jeunes, dans le combat, ce sont des jeunes qui se battent. Nous avons vu quand même en Occident des groupements de jeunes se battre contre leur propre État. En Belgique, déjà, il y a quand même des associations qui ont remporté face à l'État dans la protection de l'environnement. Mais écoutez, la jeunesse n'est même pas représentée dans le cadre de concertation. Comment comprendre cela? C'est pourquoi il y a parallèlement la COI qui est organisée pour permettre aux jeunes de tapir leurs revendications, leurs propositions dans un document qu'ils doivent donner à leur mandat pour pouvoir porter leur voix à cette conférence. Je pense que à cette conférence, la jeunesse a sa voix. La jeunesse doit porter quelque chose. Malheureusement, on réunit les pollueurs pour parler. On réunit simplement les pollueurs pour discuter. Voilà, pour discuter. Alors que les jeunes qui se battent, ça va être compliqué, Emmanuel. C'est compliqué. Je crois que, comme j'étais en train de le dire, l'Afrique a bien la possibilité de faire plier. Parce qu'il y a un fonds mondial qui a été mis en place dans le cadre de la résilience, enfin de l'adaptation au changement climatique. Et ce fonds, c'est principalement l'Afrique qui en bénéficie. Aujourd'hui, la question est simple. Le monde entier a peur que l'Afrique se retire. Parce que l'Afrique, c'est quand même le plus grand puits carbone aujourd'hui au monde. Si l'Afrique recule, vous avez aujourd'hui la Russie qui a reculé, la Chine qui a reculé. Nous apprenons que Poutine n'a pas pris part. L'Amérique qui n'est en train que de revenir. Aujourd'hui, le seul espoir en réalité sur lequel l'avenir de la COP peut se reposer, c'est l'Afrique. Parce que pour l'instant, l'Afrique, elle est partante, elle ne donne aucun signe de retrait. Donc il va falloir, je pense personnellement, qu'à partir du moment où l'Afrique va donner des signaux de retrait, le monde prendra ces changements climatiques au sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pollue moins, on subit plus, et ça veut dire que si nous aussi, on décide de faire comme les autres, parce que la politique chinoise, c'est quoi? Ils se sont engagés à un moment, mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, l'adaptation au changement climatique, les politiques que leur impose la COP, ce sont des politiques qui freinent ou qui ralentissent le développement économique. Donc, finalement, ils ont repris même la construction de centrales à charbon, alors qu'il y a un moment, la promotion des énergies vertes était bien avancée. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est justement conduire l'Afrique sur ce chemin. Pourquoi Alpha Condé a été désigné champion des énergies vertes? C'est justement pour cela. Il n'a développé que sur l'hydroélectrique, donc l'énergie verte. Aujourd'hui, donc, dès que l'Afrique envoie le signal de retrait, à mon avis, elle sera écoutée et elle pourra faire plier. Comme ça, le monde prendra les choses aussi. On espère que les dirigeants africains, en tout cas, réussiront à faire plier ces dirigeants, ces pays puissants du monde pour qu'enfin qu'on puisse, en tout cas, trouver une solution à ce réchauffement climatique. On va à présent changer de sujet, parler de ces candidats au concours d'accès à la profession d'avocat. Je le disais à l'entame. Nous avons en direct Monsieur Souleymane Sidibé. Il est porte-parole défendeur. Bonsoir, Monsieur Sidibé.
Bonsoir, monsieur, et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission, Lincoln. Alors, monsieur Sidibé, que s'est-il passé pour que vous battiez les pavés par rapport à ce concours? Expliquez-nous-en. Permettez-moi de revenir un peu sur le départ des choses. Alors, le Conseil de l'Ordre a décidé cette année d'organiser le CAPA, l'examen en vue d'accès à la profession d'avocat. Et le communiqué l'appel à candidature a été lancé. Et les candidats qui ont rempli les conditions, alors ont été sélectionnés. Dans le communiqué, il faut préciser qu'il a été demandé à chaque candidat, pour que sa candidature soit validée, de payer une caution de 500 000 francs, versée au compte de barreau de Guinée, domicilié dans les livres de la BCD à l'époque. Alors, après le dépôt, les dossiers ont été sélectionnés. Je crois 295 sur 295, 335 candidats ont été retenus pour passer le CAPA. Après multiples reports, finalement, la date du 10 octobre a été retenue et l'examen s'est déroulé dans les bonnes conditions, sous la plus haute surveillance, des surveillants désignés par M. le bâtonnier, certains membres de la commission d'organisation, y compris M. le bâtonnier lui-même qui était présent. Donc, jusqu'au soir de cet examen, les choses se sont bien déroulées. Alors, c'est le 27 octobre, le soir, nous avions reçu des informations, soit disant que les résultats du concours sont publiés. Mais, monsieur, je précise que vraiment nous avons été estomaqués par ces résultats. Pour nous, ce ne sont pas des résultats, c'est juste des papiers qui ont été affichés parce que le jury qui a été mis en place par M. le bâtonnier a été fait en violation manifeste du décret 037-2008 portant organisation de l'enseignement en vue de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Permettez-moi de vous faire la lecture de l'article 24 rapidement du dit décret, et très rapidement, qui dispose que le jury du concours présidé par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son représentant est composé comme suit: 2 magistrats désignés par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, un professeur à la faculté de droit désigné par le recteur, 3 avocats inscrits au barreau de l'ordre depuis 6 ans au moins, désignés par délibération du Conseil de l'Ordre. Alors, le jury qui a corrigé nos copies, mises en place par l'offre de service numéro 004, DAT, Batona, Ordre des avocats de Guinée 2021, en date du 4 octobre 2021, il est disposé le jury de l'examen en vue de l'accès à la profession d'avocat est composé comme suit: président, maître Abdul Karim Diaby, désigné par le bâtonnier qui était son représentant. Rapporteur, maître Ibrahima Khalil Keta, désigné par le barreau. Membre, M. Saïd Diallo, désigné par le ministre de la Justice. M. Mamadou Diop Souare, désigné par le barreau. M. Alteni Kamara, désigné par l'Université Générale Lansana Conté. Donc, vous remarquerez que sur la note de service de M. le bâtonnier, il n'y a que 5 membres, alors que le décret dit 7 membres. Bien. Donc, nous considérons que ces résultats-là, c'est une erreur, mais une erreur très grave.
Parce que vraiment, c'est de la provocation. À cause du fait que 2 personnes manquent dans le jury? Oui. Sur 7, si 2 manquent, ça veut dire que le jury n'est pas valable? Ça veut dire que le jury n'est pas valable. Et à quel moment vous l'avez su? À quel moment exactement vous avez su qu'il y avait 2 manquants? À quel moment? Oui. Nous l'attendons à ce dernier moment. D'accord. Parce qu'on l'a vu. Alors, monsieur... On l'a vu, on l'attendait. Monsieur Sidibé, on va revenir avec vous dans 2 minutes. On va observer une pause pour nos obligations commerciales. Après, on va revenir avec vous. Gardez la ligne. La une politique. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs, vous écoutez FIM FM à 95.3. Vous nous suivez également via la page Facebook de FIM Guinée. Nous poursuivons cette émission avec notre premier invité. Il s'agit de M. Souleymane Sidibé. Il est le porte-parole des frondeurs, des candidats récalés qui exigent l'annulation des résultats de ce concours. Nous allons revenir avec lui, mais en attendant, nous allons rapidement les réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Barry Abdoulaye Fougoumba nous écrit bonsoir à Talk Politique. Bonne fête à notre armée guinéenne. Eh bien, voilà, nous sommes reconnaissants envers aux hommes qui ont sauvé la Guinée le 5 septembre 2021. Nous souhaitons qu'ils nous fassent une transition réussie et apaisée et transparente et se retourner dans les casernes avec l'honneur et respect. Le reste, le peuple sera là pour parachever. Merci beaucoup à vous, Barry Abdoulaye Fougoumba, Mimi Demongo également nous écrit bonsoir les talkers, bonne fête à l'armée guinéenne, une pensée fraternelle au colonel Barry. Merci à vous pour votre réaction. Une autre de la part de Tierno Bamone Nemon qui nous écrit bonjour cher Lamine. Bien, cher ami, je sais pas, et l'équipe de Talk, voilà, la Guinée m'inquiète vraiment. Ils passent un examen, qu'ils ne réussissent pas, et maintenant ils veulent manifester. Petit conseil, retournez au travail, préparez-vous et revenez pour la prochaine épreuve, mais de grâce, gardez un peu, voilà, de dignité. Merci à vous pour votre réaction. Tierno également nous écrit Tierno Barry, bonsoir FIM, je demande au ministre de l'Environnement de prendre toutes ses responsabilités pour mieux garantir notre végétation et surtout sévir contre, voilà, je sais pas, peut-être ceux qui détruisent notre environnement. Député Césaire nous écrit bonsoir Talk Politique, je souhaite bonne fête à l'armée guinéenne, particulièrement au GSP, hein, je sais pas quelle est la définition de GSP, voilà. Et nous les rappelons, écoutez, je ne sais pas de ces forces que nous tenons à l'œil, hein, et qu'il organise les élections transparentes et qu'ils partent. Merci à vous pour votre réaction. Diallo Alpha également. Hamidou nous écrit bonsoir Talk, les grands pollueurs sont les industriels occidentaux, je sais pas, et leur objectif principal est de réduire la capacité de développement de l'Afrique en continuant de piller nos terres. Posez-vous simplement la question suivante, d'où viennent les ressources fléchées pour une économie verte de l'Afrique ou de l'Europe? La transition climatique est simplement un transfert de pollution au lieu de polluer l'atmosphère terrestre. Maintenant, on nous propose de polluer nos sous-sols. Soyons pragmatiques et réaliste. Mes salutations distinguées à M. Linkosouma. Merci, cher internaute. À présent, nous allons repartir avec notre invité. Il s'agit de M. Souleymane Sidibé. Bonsoir à vous. Rebonsoir, monsieur. Rebonsoir à tous vos millions d'auditeurs. Oui, bien, Emmanuel. Monsieur Sidibé, rapidement, une question. Est-ce que, au cours de l'évaluation, vous avez pu déceler un quelconque cas de fraude ou bien de procédure lors de l'examen qui aurait pu aujourd'hui décrédibiliser les résultats? Lors de l'examen, je précise que l'examen s'est déroulé dans les meilleures conditions. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est sur le jury, alors c'est la note de service qui a été mise en place. Alors, le jury composé de 5 membres, c'est cela le problème. Donc, c'est une violation. Et c'est une violation. C'est constaté, c'est une violation, d'accord. C'est une violation. Mais est-ce que l'absence de ces 2 jurys aurait pu changer au résultat? Mais absolument, absolument. Je vais vous préciser que
les deux sujets qui ont été soumis aux candidats, je vous prends juste l'exemple sur le sujet théorique portant sur la responsabilité en droit. C'est un sujet qui est très vaste et la notion de responsabilité, c'est une notion qui a connu une grande évolution. Donc, ça donnait la possibilité à chaque candidat alors de recadrer le sujet sur un domaine de droit qui lui convient de traiter la question de responsabilité. Donc, sur le cas pratique, les sujets qui nous ont été soumis, en réalité, c'était des sujets vraiment abordables pour chaque candidat, parce que je vous dis que les candidats, presque tout le monde s'est préparé conséquemment pour ce CAPA. Voilà. En quoi le résultat est catastrophique? Mais justement, en quoi? En quoi le résultat est catastrophique? Vous avez reçu vos documents, vos copies? On n'a pas reçu nos copies. C'est ça l'objet de la contestation. C'est ça l'objectif de la contestation. Les résultats qui sont affichés là, nous, ça ne nous concerne pas parce que ça ne reflète pas du tout le niveau de formation, ça ne reflète pas du tout alors les raisonnements juridiques qui ont été apportés aux sujets qui nous ont été soumis. Mais alors, sauf que M. Sidibé, là, vous demandez l'annulation des résultats au lieu de demander à ce qu'on vous restitue vos copies. Pour que vous fassiez une comparaison, peut-être. Non, nous ne demandons pas la restitution de nos copies. Comment on peut nous restituer nos copies qui ne sont pas encore corrigées? Nous considérons que nos copies ne sont pas encore corrigées. Écoutez, vous avez des preuves? Les résultats sont disponibles. Les résultats sont disponibles quand même, M. Sidibé. Comment vous pouvez Non, est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il avance, M. Sidibé? J'ai la preuve de ce qu'ils avancent. J'ai dit que nos copies ne sont pas encore corrigées. Okay. Donc, il y a eu juste une sélection pour faire les résultats. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais c'est juste, je vais vous dire une chose. La volonté qui est derrière cette provocation, c'est d'empêcher les gens d'accéder à la profession d'avocat. Alors, cette profession, c'est une profession libérale. Le besoin d'avocats dans ce pays est énorme. Imaginez, le nombre d'avocats en République de Guinée, ça n'atteint même pas 400. Sans compter ceux qui sont décédés, ceux qui n'exercent pas la profession, et ceux qui sont suspendus, et même ceux qui sont radiés. Donc, le besoin est tellement grand, on ne peut pas parler alors de la démocratie d'un état de droit ou d'une justice indépendante sans la défense. Bien. Il n'y a pas de défense sans l'avocat. Mais là n'est pas la question, M. Sidibé. Bien, mais la question justement, c'est pas parce qu'il y a un besoin aussi. Justement, il faut prendre tout le monde. Quelle est la moyenne requise pour être admis, M. Sidibé? C'est 12 de moins, selon le bâtonnier, j'ai échangé avec lui. Pour être admis, le décret dit qu'il faut avoir 12 sur 20. Pour être admissible. Est-ce que des gens ont eu 12 et qui n'ont pas été admis? Mais je vous dis que nous considérons que nos copies ne sont pas corrigées. D'accord. Non, vous considérez, M. Sidibé, vous considérez ou bien c'est cela la réalité? Vous considérez ou bien c'est cela? Mais c'est cela la réalité. Vous avez des preuves? Vous avez, d'accord. Il n'y a pas de souci maintenant. Nous avons des preuves. Le décret dit que le jury est composé de 7 membres. Alors, si vous violez, alors, cette disposition, alors, réglementaire, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce qui vous prouve que vos copies ne sont pas corrigées? Est-ce que vous avez retrouvé vos copies non corrigées? Nous demandons l'annulation Bien. Non, M. Sidibé, qu'est-ce qui prouve que vos copies ne sont pas corrigées? Justement. Parce que la note de service qui a été prise par M. le bâtonnier. On va revenir sur cette violation. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé cette violation bien avant la fin de l'évaluation? Cette violation, vous savez, les moyens de droit peuvent être soulevés à tout moment. Il n'y a pas d'irrecevabilité. Bien. Et vous avez attendu pour exploiter la faille. Vous avez attendu pour exploiter. Souvent, vous savez très bien qu'il y avait une violation, mais vous n'avez pas soulevé le sujet lors de l'évaluation. Vous avez attendu. Et si M. Sidibé était sur la liste des admis, il n'allait pas soulever ces irrégularités. Non, attendez. D'accord, allez-y. On ne peut pas parler tous ensemble. Allez-y. Aidez-nous à comprendre pourquoi vous n'avez pas soulevé le cas. Alors, laissez-moi répondre. Ok, allez-y. La note de service en question, nous étions préoccupés d'abord à la préparation du concours. Bien. C'est à eux de poser de bons actes.
Alors si après, le concours, nous nous rendons compte que les actes ont été posés, certains actes ont été posés en violation du décret, mais écoutez, d'accord. Monsieur Sidibé, dernière question peut-être, si le nombre d'admis était supérieur à celui-là, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Si le nombre d'admissibles... Oui, en dépit de la violation de ce décret, bien sûr. Si vous aviez le nombre d'admis que vous vouliez, est-ce qu'on en serait là? Nous sommes légalistes. Nous voulons que la loi soit respectée. Bien. Apprenons au moins vraiment à respecter la loi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous, monsieur Sidibé. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Voilà, c'était monsieur Suleiman Sidibé. Il est le porte-parole des candidats frondeurs. C'est extraordinaire. Il essaie apparemment de nous mettre devant un tribunal. Hein. Je ne sais pas, jouer au jeu peut-être d'avocat, de défense. Parce vous savez, on dit en droit que la forme commande le fond. et j'ai l'impression que nos avocats ont bien entendu de pouvoir exploiter cette faille-là. Ouais. Parce que, quand même, moi, la question quand même crucial, c'est d'abord, est-ce que l'absence de 2 membres dans le jury a eu un impact sur la qualité du travail qu'eux ils ont fait? Et puis, est-ce que si le résultat était différent de celui qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il serait en train de peut-être de manifester? Je pense qu'il serait en train de faire appel à la loi alors que vous avez des sujets à traiter. Ils sont en train apparemment d'exploiter, je ne sais pas, une faille pour... C'est de bonne guerre. C'est extraordinaire. C'est de bonne guerre. Franchement, mais je ne peux pas comprendre. Pour nos élèves. C'est un mauvais signal pour nos élèves. Si nos élèves au bac doivent exploiter la moindre faille au baccalauréat pour dire qu'ils remettent en cause les résultats, alors qu'à chaque examen, nous enregistrons des irrégularités. Mais jamais on a vu l'impact de l'absence de 2 membres de jury sur la qualité du traité que toi tu as fait dans une salle d'examen, mais l'école. 2 membres de jury ne sont pas là et ça fait que toi tu n'as pas bien traité le sujet, mais c'est quand même bizarre tu t'en fous de ce que tu as traité maintenant puisqu'il y a l'absence de jury, même si tu avais dit faux dans ton document, écoutez, voilà, il faudrait... tu exploites la faille. C'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre. C'est quand même trop facile. Sur le sujet, je veux être un peu prudent, puisque j'aurais aimé écouter le bâtonnier. Malheureusement, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se prononcer parce qu'il estime que c'est trop bas d'aborder un tel sujet. Non, c'est pas bas. Ben oui, non. Non, on n'est pas des avocats. On n'a pas passé le concours. J'ai du respect pour les avocats. J'ai du respect pour tous ceux-là qui, aujourd'hui, en tout cas, manient le droit. En tout cas, on aurait dû entendre du moins le bâtonnier pour expliquer ce qui s'est passé. Pour le moment, vous avez dit peut-être que les jeunes ont profité d'une faille pour remettre les épreuves en cause. Ils auraient dû demander leurs copies. Présentez-nous les copies, on va faire une comparaison. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont des preuves comme quoi leurs copies non, il n'a pas donné de preuves. Pour eux, comme il y a faille, cela met en cause l'évaluation. Je ne défends pas, mais je voudrais que ces preuves de non-correction de leur papier, de leur copie, nous soient aujourd'hui exhibées pour qu'on puisse parler. C'est très important. Bien. Une fois de plus encore, il faut surtout respecter les procédures, puisque les problèmes peuvent surgir à tout moment. Il faut se protéger quand on a affaire, en tout cas, à la loi. C'est très important. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot placé avant de continuer sur franchement, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que les 2 jurys, s'ils étaient là, ils auraient dû quand même changer cette situation, la donne? Je ne pense pas. Ce qui a été fait à l'examen, c'est ce qui a été corrigé. C'est vrai qu'il a soulevé une question très importante. Il y a en matière de besoins, il faut quand même avoir des avocats, puisque le nombre, selon lui, est réduit. Donc il faut le faire, mais il ne faut pas quand même prendre n'importe qui. C'est très important. Et s'ils sont unanimes là-dessus que leur copie n'avait pas été corrigée, il n'a qu'à revendiquer. Le bâtonnier m'a fait comprendre que les copies sont disponibles. Pendant les examens, même à l'école, pendant les examens, on assiste à cela. Quand on vous restitue vos copies, si vous n'êtes pas d'accord, on vous donne une marge pour vous permettre de venir protester si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mais malheureusement, eux, c'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent l'annulation pure. C'est parce qu'il y a une violation. Il y a une violation de l'article. Le bâtonnier n'a qu'à exhiber ses copies. Le bâtonnier n'a pas exhibé. Oui, mais sauf qu'ils n'ont pas demandé cela. Moi, je pense que ils demandent
Mais non, mais nous, justement, il demande l'annulation, C'est mais impossible. pas ce Il faut qui est que ce soit une propre impossible. guerre, parce que si M. Sidibé et tous ceux qui le suivent veulent tirer cette affaire au clair, je pense que la démarche aurait été d'aller vers le bâtonnier pour dire nous contestons les résultats que vous avez publiés et pour cela nous voulons voir les copies pour comparer. Voilà. Et comme ça ils prennent les copies. De toute façon le bâtonnier dit que les copies sont disponibles. Oui. Mais ces frondeurs ne veulent pas accéder à ces copies, ils n'en ont pas besoin. Ils veulent tout simplement qu'on annule l'examen. Et ça quand même ce n'est pas de bonne guerre à mon avis. Voilà. Ce n'est pas faire Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que j'ai eu 12 de moyenne et j'ai pas été admis. Et en ce moment, on aurait vraiment de quoi parler. C'est très important. Alors que ces messieurs exploitent encore la davantage, loi, ils exploitent de preuves pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Les hommes de droit, ils sont tout compliqués apparemment. Nous poursuivons à Talk Politique, fidèles auditeurs, vous pouvez continuer le débat chez vous. À présent, nous allons changer de sujet, parler des nôtres. Il s'agit de la célébration de l'an 63 de la création de l'armée guinéenne. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, vous le savez très bien. Hier, le président de la République a fait un discours. Il a rendu un hommage à l'armée guinéenne pour sa bravoure et son dévouement, mais il a profité de l'occasion pour annoncer la mise à la retraite de près de 1000 militaires qui vont bénéficier, il a précisé cela, qui vont bénéficier de l'attention et de l'accompagnement. La question, donc l'armée guinéenne était-elle aussi vieillissante, mais 1000 personnes. C'était un secret de polichinelle. Vous avez non, mais 1000 personnes. C'est quand même l'armée, c'était l'une des armées qui avait le personnel le plus vieillissant, mais aussi le plus grand nombre de généraux. Ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle, mais vous voyez nos militaires parfois dans les quartiers, ils ont du mal à courir, peut-être ont du mal à marcher. Non mais Aliou, sérieusement, on n'a pas besoin de se demander est-ce que c'était une armée vieillissante. Mais de manière globale, ce n'est pas l'armée qui était vieillissante, c'est l'administration qui est vieillissante, de manière globale. Oui. Parce qu'on connaît les pratiques dans cette administration publique, dans son ensemble, où parfois les gens peuvent aller jusqu'à 5 ans, 10 ans au-delà. Il y a des vieux jeunes dans l'administration, des vieux jeunes. Âge de retraite, les gens, on prolonge, on est en prolongation permanente. Certains meurent dans la fonction publique et très vieux, ils sont pas à la retraite. Donc c'est un secret de polichinelle. Je pense que ce qui a commencé, on l'avait dit à un moment quand on a commencé à mettre les généraux à la retraite, il fallait que ça se poursuive et ça doit s'étendre à tous les secteurs. Vous avez aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont sortis des universités, qui cherchent du travail, qui peuvent profiter de ce, entre guillemets, toilettage qui est en train d'être fait. Et des intellos qui viendront dans l'armée au lieu, parce que souvent on nous dit, c'est des personnes qui n'ont que ces jeunes dans les quartiers, ces jeunes qui sont aujourd'hui, les nouveaux qui vont venir sont armés d'une connaissance plus adaptée, plus actuelle. Ils sont en phase avec les nouvelles technologies. Ils ont un savoir plus ou moins mis à jour par rapport à celui de ceux qui sont là depuis 30 ans. Si seulement si le recrutement se fait dans les règles rares. Non mais aussi à mon avis, quelqu'un, ou plutôt une autorité qui a pris le courage d'aller mettre les généraux à la retraite, mettre à la retraite plus de 1000 hommes de rang, je pense qu'on peut lui accorder la présomption de pouvoir, ne serait-ce que les remplacer par des personnes d'une moralité et d'une compétence qu'on ne pourra pas remettre en cause. Mais ce n'est pas lui qui va gérer, on sait très bien comment ça se passe. Eh bien, je vais vous surprendre, moi en 2008, j'allais être dans l'armée. Eh bien, j'ai déposé, ils ont pris mes documents, je ne sais pas où ils les ont ramenés. Vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est des choses qui se passent dans ce pays. On va confier ça. Tu n'étais pas le petit frère à leur copine. Voilà, je n'étais pas petit, je n'ai pas de bras long. Vous voyez? Mais il peut avoir la volonté de recruter des jeunes qui ont fini des études, qui n'ont pas eu peut-être l'emploi, mais ceux qui vont gérer franchement ce recrutement-là, c'est là-bas c'est là-bas le problème, franchement. Alors vous, Diarra Girassi, beaucoup estiment que c'est le colonel ce qui est en train de faire aujourd'hui, c'est lui seul qui est capable, quelqu'un de l'armée, qui peut avoir cette possibilité d'envoyer 1000 militaires à la retraite. Mais bien sûr, il a déjà posé des actes dans ce sens. Il avait commencé avec les généraux. Pour un petit pays comme la Guinée qui a beaucoup plus de généraux qu'on ne puisse l'imaginer, c'est quand même coûteux pour l'économie. Donc c'est important qu'on puisse envoyer certains à la retraite, ceux qui ont l'âge bien sûr d'aller à la retraite. Vous savez, c'est très gênant pour un jeune quand même d'accéder dans un ministère et après qu'il rencontre un vieux qui peut même avoir l'âge de son papa ou de son grand-père, et après il se rend compte qu'il est plus âgé sur papier que ce monsieur.
C'est extraordinaire. Puisqu'il y a des choses qui se En tout passent, cas, on c'est des essaie de pratiques. réduire l'âge pour pouvoir rester à vie à la fonction publique. On souhaite que cela continue, hein, qu'après l'armée, que la prochaine étape soit quand même Il y a l'administration. beaucoup à faire dans la fonction publique. Il y a oui, beaucoup à faire dans dans la la fonction fonction publique. publique. Ah, franchement, Beaucoup. Je l'école. pense que là-bas, c'est des Et puis, dizaines de milliers qui vont Bamoura, on- quand on doit accéder à la fonction publique, il y a même ceux qui sont chargés du recrutement qui vous déconseillent de mettre un âge beaucoup plus élevé par rapport. Et après, on vous dit réduisez, sinon si vous ne faites pas ça, vous irez à la retraite anticipée. Donc, il faut quand même réduire. Et aujourd'hui, ça fait que sur les documents, il y a lieu quand même de réactualiser les bases de données pour qu'on puisse quand même mettre rajeunir l'administration. Moi, j'ai rajouté féminiser. Ouais. Que pensez-vous de cette démarche du colonel, hein? On aimerait bien qu'il continue jusqu'à la fonction publique. Ce slogan ne passe plus. Rajeunir et féminiser. Si. C'était un slogan faux slogan. Cela a son vrai sens maintenant. En voyant ce gouvernement qui est en train d'être mis en place, eh bien, il faut penser autrement. On nous a servi cette tasse de thé, pratiquement, qui n'était pas utile. On n'a pas rajeuni, on n'a pas féminisé. Mais on a plutôt corrompu l'administration. D'accord. Écoutez, les 10 dernières années, les recrutements se faisaient sur des bases subjectives. Mais on réunissait les cousins, les cousines, tout un village, les beaux-frères, les copines, pour faire un semblant de concours. Rappelez-vous que des gens couraient à travers Conakry ici. Qu'est-ce qu'on faisait? Si on dit que le départ pour le recrutement à la police, c'est le stade de Nongo pour le commissariat central, mais ceux qui bougent au niveau de Nongo vont trouver au commissariat central un groupe de personnes déjà mouillées. Un groupe qui a déjà emprunté un véhicule pour venir rapidement. Mais qu'on met là-bas, les autres, le premier, c'est-à-dire coureur, athlète, qui viennent très content pour dire que je suis le premier, trouvera 10 personnes devant lui qui sont mouillées. On a versé de l'eau plutôt. Eh bien, je vous dis que la Guinée n'a jamais été corrompue comme les 10 dernières années. C'était très grave. Et tous ceux-là qui ont contribué à cette magouille devraient être tous à la retraite, que ce soit à la police, à la gendarmerie, c'est connu. Si on veut faire aujourd'hui un bon recrutement, il y a eu des militaires recrutés comment dirais-je, formés à Kalea, formés au niveau de Kisdougou. C'est des gens qu'on a mis en prison lorsqu'il y a eu le mouvement de 3e mandat. Mais pourquoi ils ne sont pas recrutés? Et pourtant, il y a eu plus de 5-6 recrutements depuis 10 ans. Et ça, vous savez qui on met. Je connais un ami qui a plus de 40 ans, que j'ai vu dans une école de la police. Élève policier. Oui. Il n'avait même plus de dents, quoi. Quand je l'ai vu. Mais j'ai ri. Mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais ce pays, il n'y a pas de travail. Bien. Il y a eu une relation pour être là. Ouais. Une fois de plus encore, il faut nettoyer l'armée. L'armée, c'est la couche la plus sale. Ça, je vous dis. Je suis désolé. On va voir l'administration également. La fonction publique, c'est extraordinaire. Là-bas, c'est pire. Il y a des gens qui détiennent des matricules et puis qui, ces matricules, perçoivent de l'argent. Oui, mais dans l'armée, c'est encore pire. Les grands délinquants, les grands bandits, ils sont recrutés. Voilà, j'allais venir. Aujourd'hui, l'armée, c'est une sorte de passoire. Ton enfant est délinquant. On dit, bon d'accord, on n'a rien pu faire pour toi, on l'arrête à l'armée, on lui donne l'arme. C'est lui qui est délinquant de le quartier, qui n'a pas d'arme. Si on lui donne l'arme, ce qui fait que la plupart du temps, on prend des gens en tenue militaire en train d'opérer. Parce que vous avez remis des armes aux bandits. Pire que ça, on devrait quand même aller recruter au sein des universités. Il y a tellement de chômeurs dans ces pays, mais on ne le fait pas. L'armée et la fonction publique, surtout l'éducation, ont servi de base à enrôler des militants, des amis, des coquins, des copains et des racailles. Les mouilleurs de maillot, les mouilleurs de maillot. Voilà, fidèles auditeurs, tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va observer une pause, on revient juste après. Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Vous écoutez FIM FM 95.3, vous nous suivez également sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous poursuivons Talk politique cette fois-ci dans À bâton rompu. Eh bien, nous nous intéressons à cet autre sujet, tenue décolletée. Eh bien, c'est coiffure tignasse, je ne sais pas si c'est tignassé ou tignasse, nombril
exposée, et pantalon moulant, et jupe courte, poitrine exposée, voilà, collant transparent, pantalon déchiré, robe courte, culotte rasta homme, et voilà, pantalon taille basse, voilà, tout. Voilà, nous avons notre interlocuteur au bout de fil. Je vous le disais tantôt que tous ces habillements sont désormais interdits à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est une décision des responsables de cette université. Pour en parler, nous avons en direct Monsieur Sori Sidibé. Il est le secrétaire général de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il va nous dire le bien fondé de cette décision. Bonsoir à Monsieur Sori Sidibé. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, je disais tantôt que vous avez pris des dispositions pour discipliner en quelque sorte les étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Dites-nous ce qui a motivé cette démarche. Écoutez, c'est d'abord le conseil d'université et le dernier conseil d'université en date du 20 de septembre 2021 que le Conseil a unanimement décidé d'interdire des tenues extravagantes au sein de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Vous savez, ces dernières années, l'université était un peu plus devenir comme un lieu, un centre un peu de divertissement, de mauvais comportement, voilà, un centre de divertissement, les gens s'habillaient n'importe comment ils venaient. Or, au-delà de l'instruction, l'université aussi, l'école de façon générale, a pour vocation aussi l'éducation. Donc, le conseil a unanimement décidé qu'il faut vraiment interdire des habillements un peu indécents dans la cour de l'université. Donc, c'est en application de cette décision-là. Des décisions du conseil d'université que nous avons pris cette décision et aujourd'hui la décision est rentrée effectivement en application dans la cour de l'université. Il est bien de décider, mais qu'est-ce qui est prévu en termes de sanctions puisque des gens voudraient toujours braver l'interdit. Qu'est-ce qui est prévu concrètement en termes de sanctions pour les contrevenants? Non, nous allons utiliser les deux méthodes. C'est-à-dire que d'abord la méthode pacifique c'est la sensibilisation. La sensibilisation continue déjà dans la cour de l'université, dans les salles de classe, avec les chefs de département, les directeurs de programme. Au-delà de ces sensibilisations, nous passerons par des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire que la plus grande sanction qu'un élève ou un étudiant peut avoir, c'est que c'est de l'expulser de la classe et qu'il n'a pas la possibilité de suivre le cours. Donc, c'est la plus grande sanction qu'on peut prendre. Et cette sanction, ça ne fera pas défaut. Nous allons prendre ces sanctions. Tout contrevenant vraiment à ces décisions, nous allons vraiment le mettre hors de la cour. Et il va perdre et finalement il échouera, il n'aura pas son diplôme. Bien. On vient à l'université, c'est pour avoir le diplôme. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour faire appliquer cette décision? Est-ce que déjà il y a des personnes qui sont chargées de veiller à cela? Oui, effectivement, la sécurité privée, la sécurité publique qui exercent leur métier à l'université, je crois qu'ils étaient à la porte pour réglementer ça. Dès que vous venez, on dialogue avec vous pour dire que, écoutez, voilà, c'est interdit et que c'est pas possible, il faut aller changer ça et puis revenir. Donc, pour le moment, nous sommes dans la phase donc de la communication, une large communication sur non seulement les réseaux sociaux de l'université, mais aussi physiquement, on sensibilise les étudiants calmement, pas les insulter, mais pour leur dire vraiment désormais, ça, on ne veut pas ça, ça, ce n'est pas commode, ce n'est plus accepté dans l'espace universitaire de Sonfonia. Bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la journée s'est très bien passée, les étudiants ont compris, et surtout ce qui a salué, c'est que l'avis est vraiment largement partagé par ces mêmes étudiants. Voilà. Et qu'on a constaté qu'il y a des collègues qui sensibilisent pour dire « Ah, mon ami, il faut te retourner ». Ça, vraiment, c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. Monsieur Sidibé, vous interdisez également les locks pour les hommes. En quoi les locks pourraient être dérangeants sur la tête? Les rastas, oui. Les rastas, les locks. Non, en quoi ça peut être dérangeant? On a dit par exemple les rastas. Mon cher frère, quand vous rentrez dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, c'est-à-dire que quelqu'un, il a des tignasses, il a des rastas, celui qui est derrière ne voit plus le tableau. Dès qu'il est mal coiffé là, dès que celui qui est derrière lui, il ne voit plus le tableau parce que lui, il a des cheveux
dérangeant qui ne permet pas vraiment à son collègue de suivre le cours. Mais il y a certains qui portent rasta qui ne sont pas grand détail quand même, M. Sidibé. Ouais. Ah oui, il y a des rastas courts. Bien, rasta court. Et voilà. Les locks, c'est quand même une identité pour l'Afrique. Ah ben, c'est une décision. C'est une identité. Non, les rastas, moi je ne vois pas en quoi on interdirait des locks sur la tête d'un étudiant en classe. Je ne vois pas. Non, mais moi, c'est que c'est suite à beaucoup de constats, mais je crois que ce qui doit porter des rastas, on a plusieurs universités. Chaque université a une vocation quand même. Lorsque vous partez, ce n'est pas interdit quand même à l'université de Dubreka, à l'institut de Morikante de porter des rastas, parce que ça, c'est leur vocation. Bien. Mais quand même, chez nous, nous avons dit, et sincèrement, ce n'est pas le lieu sincèrement des artistes, mais plutôt c'est vraiment les humanités. Et ce n'est pas conforme à notre espace. Alors, c'est une décision et nous allons tenter d'aller à ça. L'autre question, est-ce que cette décision ne concerne que des étudiants? Parce que j'ai vu sur une page Facebook de nos confrères de Média Guinée qu'un particulier qui n'est pas étudiant, il avait des rastas, mais il a été refusé l'université. Est-ce que ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde. Exemple en haut, imitation en bas. D'accord, même quelqu'un qui n'est pas étudiant, tu ne dois pas... Oui, même quelqu'un qui n'est pas étudiant. Non, ça commence même d'abord par les personnels de l'université. N'oubliez pas que nous avons des gens là-bas, et voilà, des jeunes, des jeunes dames. Bien sûr, il ne faudrait pas s'habiller d'une certaine manière. Eh bien voilà, donc, parce que nous sommes des éducateurs, donc l'exemple en haut, imitation en bas. Bien. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Monsieur Sidibé, j'ai une question toute bête. Est-ce que si par exemple l'artiste Tiken Jaffa Koli venait là-bas, il sera refoulé? Ouais, non, au compte, il ne sera pas refoulé. Il porte des locks. Officiel. Non, oui, mais bien sûr, il viendra peut-être pour jouer de la musique avec nous. Il y a des personnes qui ont une carte blanche quand même. Mais l'université de Symphonia accueille de grands événements. Oui, écoutez, l'université de Symphonia. Bien. Voilà, vous avez été très clair, ça c'est pour les événements, mais Tiken ne viendra pas suivre un cours à l'université. Bien, voilà. Dans les institutions, votre question a été répondue. Non, mais il peut venir pour une conférence avec les étudiants. Voilà. Et nous, les journalistes qui partions pour couvrir des événements, si nous sommes en LOX, on n'a pas accès à l'université. On n'a pas accepté aujourd'hui, par exemple, une de vos consoeurs d'une radio privée, je crois qui est venue, mais sa poitrine n'était pas vraiment admissible quand même. Voilà, bien sûr. Eh bien, les poitrines généreuses, voilà. Est-ce que cette mesure a été initiée personnellement par l'université de Symphonia ou bien c'est une disposition nationale qui doit s'appliquer partout? Non, sincèrement, ça a été décidé par l'université de Symphonia. Mon frère, depuis 2 ans, nous sommes en train de mûrir cette décision. C'est-à-dire qu'il fallait passer d'abord par la communication, que ça soit accepté par tous les personnels de l'université, le département, directeur et puis ça passe devant le conseil d'université. Voilà. Et maintenant, ça a passé devant le conseil d'université et il y a une large communication. Je crois que nous sommes obligés d'aller à ça. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Souli Sidibé. Merci beaucoup. Au revoir. C'était le secrétaire général de l'université, général Lansana Conté de Symphonia. Le sujet du jour, eh bien, les habillements extravagants sont interdits au sein de cette université. Eh bien, qu'en pensez-vous, Lincoln, rapidement? Une très bonne mesure. Vous savez que ces derniers temps, nos écoles des universités étaient devenues des boîtes de nuit. Parfois, quand vous voyez... Même à l'élémentaire. Oui, mais un peu partout. Franchement. Mais quand vous allez surtout à l'université, mais vous avez comme l'impression que, excusez-moi, Yaraï, mais les filles sont plus exposées. C'est comme si vous êtes dans une boîte de nuit. Vous venez avec des jupettes, des poitrines complètement dehors, et je ne sais pas, c'est que parfois des étudiantes voient... Le terme employé, il faut mettre en valeur la poitrine. La poitrine. Mais c'est pas la poitrine pour qui? Pour faire trembler les enseignants. Mais écoutez, une belle demoiselle, voyez la forme de Yaraï. Yaraï devant un enseignant. Eh bien, sa poitrine ça glisse là. C'est un exemple.
C'est un exemple, c'est ben un oui. exemple. Eh bien, oui. C'est bien ceux qui n'ont pas la télé, franchement. Avec une belle forme comme ça, qui est devant un professeur. Mais cette école, ta femme t'écoute, hein? non, oui, bien sûr. C'est de quoi je parle. Quand même, Mais le professeur, c'est-à-dire, il va faire le réseau de son esprit. c'est clair. Parce qu'il va contrôler ce qu'il dit ou il va regarder la demoiselle. Et vous savez que la femme est satanique. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Ça, c'est du côté des dames. Ouais. Mais on s'habille comme si on allait en boîte de nuit. Ça, vous savez, des Des jupettes. hommes aussi qui laissent le pantalon, franchement. Mais je qui- viens, vous allez à l'université, vous voyez des jeunes qui ont complètement les pantalons en terre, dessus hein. des fesses. Ouais. Mais Ainsi de suite. maintenant, c'est des pantalons déchirés, là. Ouais. Du n'importe Déchiré. On quoi. avait l'impression que c'est un chien qui l'a raté. On avait Bien. besoin de telles mesures. Ces mesures-là devraient être quand même généralisées, Ouais. c'est-à-dire élargies à nos universités. Une université, c'est pas pour faire du n'importe quoi. C'est vrai, il y a des vocations pour cela. Quand vous allez par exemple à Dubica. l'ISEG, Ouais. ça bas c'est le monde des artistes. Oui, mais On même peut là-bas, comprendre. on ne s'habille pas de façon. Peut-être Non. la tête, généralement, oui, Oui. ils ont des dreads. Non, non, mais je ne pense pas si ces gens-là aussi. Non, je s'habillent parle de pas cette de l'habillement. Ouais, ouais, voilà. La tête, par exemple, Ouais. les dreads, ainsi de suite, on peut comprendre. Ouais. Mais dans tous les milieux universitaires, dans les écoles, on doit quand même désormais contrôler l'habillement. L'habillement doit Bien. être décent, ça doit refléter la valeur de l'élève. Ouais. Ne venez pas provoquer Et les dames surtout- ou les messieurs qui vous enseignent. Et là. surtout, c'est des futurs cadres quand même. Hein. Comment peut-on comprendre cela? Est-ce que c'est depuis d'ailleurs au niveau de l'élémentaire qu'on a raté cela? Non, mais évidemment, parce qu'il y a eu des moments quand même où, je me rappelle quand on faisait l'école primaire, parfois, on vous tapait même quand vos cheveux n'étaient pas bien peignés. Il y avait tellement de rigueur il y a quelques décennies. Mais aujourd'hui, l'école est devenue pratiquement, on va dire, un endroit où on jette son enfant, juste le temps qu'il passe une journée parce qu'on a envie d'être tranquille. Finalement, quoi, ça ressemble un peu à cela. Mais dans les universités, je pense que ce que l'université de Sonfonia a fait, à la limite, moi je dis, ce n'est pas une décision qu'elle a prise, ce sont ses responsabilités qu'elle a prises. Parce que cela devait être fait depuis longtemps. Nos universités, aujourd'hui, quand vous croisez des étudiants ou des étudiantes qui vont à l'université, Surtout les non, mais universités privées, c'est vous extraordinaire. vous demandez qu'est-ce que ces gens Franchement. vont devenir demain. Et certains se posent des questions. Pourquoi j'ai déposé 1000 dossiers dans des entreprises ou dans des structures pour de l'emploi. J'ai passé des entretiens d'embauche, on ne m'a jamais rappelé. Non, mais parfois, quand vous voyez un jeune qui vient déposer un dossier pour une demande d'emploi, vous le regardez, vous sentez qu'il n'y a pas de responsabilité en lui à travers son habillement. Et l'université, l'école a raté sur ce point-là. C'est important de revenir là-dessus. Il y a quand même certaines écoles qui étaient là-dessus depuis longtemps. Quand vous allez par exemple à l'ISIC de Kuntia, non mais on vous fait comprendre que vous êtes venu pour apprendre du journalisme. Personnellement, j'ai été témoin de plusieurs scènes où l'ancien directeur général Bangali Kamara, il mettait à la porte les étudiants qui étaient mal habillés. Et cela devait être de rigueur dans toutes les universités. Bien. Il faut que les gens comprennent qu'après l'université, on est appelé à devenir un responsable dans la vie et que cela doit se refléter par notre manière de paraître devant les gens. Parce que moi personnellement, en tant que directeur général d'une entreprise, je ne peux pas voir devant moi un jeune habillé d'une certaine façon qui vient vous demander de l'emploi. Or de l'emploi, les gens, tout le monde en cherche. Et vous regardez l'intéressé, vous voyez en lui qui ne reflète aucune notion de la responsabilité. Même les filles, il va se c'est de poser la la même question finalement manière, elles pourquoi j'ai raté s'habillent le également travail. certaines filles. Non, Hein. mais c'est C'est la ça, même c'est manière elles général. s'habillent pour aller chercher de l'emploi. Avec des C'est décolletés. général. Et malheureusement, voilà. généralement, on utilise ces armes lorsqu'on n'a pas le background, le niveau nécessaire franchement. pour Lorsqu'on n'a pas un passer un bagage examen, pour intellectuel décrocher un emploi. Malheureusement. Je pense que toutes les universités devaient s'inspirer de cette Toutes les vision-là écoles, moi je et tiens à appliquer ça. cette mesure. Oui, Toutes les universités lycées, doivent le faire. franchement et tout. Diaraguira, si vous êtes une femme, on ne comprend pas pourquoi, franchement, certaines se comportent de Mais cette façon. Vous, dans ce studio, je pense Vous qu'il y allez a nous aider à comprendre. il y a des velléités derrière Non, la ne vous position. inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. il y a des vérités, c'est la pas du tout. vérité. Pas du tout. Aidez-nous à comprendre. Est-ce que vous souffrez en coulisses? On ne sait pas. Ah Parce oui, que là, oui. vraiment, la façon dont vous accentuez là-dessus, ça nous interpelle. en fait. Aidez-nous à comprendre ça, franchement. Mais écoutez, je pense C'est que, déplorable. comme l'a dit Emmanuel, l'école a failli à sa responsabilité et certains parents également. Ouais. Parce que je ne puisse pas comprendre comment un parent peut voir son enfant sortir Ouais. de sa maison et partir à l'université habillé à demi nu. Ouais. Moi, en tant que C'est parent, extraordinaire. je ne peux pas l'accepter. Ouais. Il faut quand même que les parents prennent leurs responsabilités en éduquant leurs enfants sur la façon de s'habiller. Ouais. Parce qu'il y a des tenues
qui ne sont pas appropriées pour des lieux spécifiques. Ouais. Il y a des tenues qu'on doit porter pour des boîtes de nuit, comme des tenues qu'on doit porter pour aller à l'école. Si on doit aller à l'école, on doit être exemplaire, on doit se mettre dans la posture d'aller étudier et dans l'intention d'assimiler quelque chose. Mais si vous vous mettez dans des tenues extravagantes et après vous partez à l'école, là, ça sous-entend que vous partez pas pour les études, mais pour provoquer, c'est très important. Et... Moi, je me rappelle à Kuntia, une fois, je suis allée, puisque je faisais de la télé, et là, je portais un short, mais là, comme j'ai une poitrine un peu consistante, et après, quand j'ai présenté à la télé, c'est le directeur qui m'a interpellé, et il m'a dit, Diarraï, tu n'es pas permis de porter un t-shirt comme ça, parce que ça met en valeur ton potentiel. Et c'est pas bien quand on est à la télé, parce que au lieu d'écouter l'information, on se fixe sur ça déconcentre sur la personne. Et je me rappelle également que à Kuntia, que ce soit celles qui ont des poitrines généreuses ou pas, il n'était pas permis de porter des bretelles ou des culottes pour les hommes. Des tapettes, il faut quand même se mettre dans la posture. Au-delà de la formation, il y a l'éducation. Les contrevenants qui arrivaient, on les expulsait pour 2 semaines. Et après, on convoquait leurs parents pour pouvoir les mettre devant le fait accompli et les interpeller sur le fait qu'ils laissent leurs enfants sortir de chez eux comme ça. Mais il y a quand même des enfants, après expulsion, on se rend compte que ce sont des enfants qui ne quittent pas à la maison habillés de la sorte. C'est en cours de route chez leurs amis qu'elles s'échangent pour aller à l'école. Elles sortent à la maison très bien habillées et arrivées en cours de route chez leurs amis. Et elles essayent de changer cela. Donc, la société a sa part à jouer, l'école et les parents également, c'est très important. Je pense qu'il faut féliciter l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia. On espère que les autres vont emboîter les pas. Cette université, surtout, il faut que cela soit élargi jusqu'à l'élémentaire. Si vous partez dans les lycées, c'est pas possible. Franchement, voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. Les talkers, on va à présent donner la parole aux auditeurs pour que eux aussi puissent dire mot sur ce sujet concernant l'interdiction des habillements extravagants à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia, et c'est dans Ils ne s'en foutent pas. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Que pensez-vous de cette décision des autorités de l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia? Ces responsables ont interdit les habillements extravagants au sein de cette université. Un auditeur tout bout de fil, est-ce qu'il est là? Eh bien, Karifa, on me signale qu'il est parti. Appelez-nous sur le 81 85 et dites-nous ce que vous pensez de cette décision. Un auditeur, bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon très cher ami Bangoura, bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir à tous les talkers ainsi que mon petit tabac, la voix des sans-voix. Merci beaucoup, bienvenue dans cette émission, monsieur Sidibé Aboubacar. Merci beaucoup encore une fois. Écoutez, moi je pense que cette décision elle est solitaire. Souvent j'aime dire que le système éducatif guinéen est malade. Voyez-vous, aujourd'hui les autorités de cette université ont pris les responsabilités et je souhaiterais que cette décision s'élargisse pas dans les autres universités. Parce qu'aujourd'hui vous parlez, n'est-ce pas, des habillements extravagants. Mais aujourd'hui c'est à ciel ouvert. Partez par exemple dans nos écoles, les écoles privées. Est-ce que vous comprenez? Et attention, les gens ne tiennent compte pas de ça. Bien. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je pense que ça doit encore être élargi dans les autres îles. Parce que la Guinée, nous sommes 95% de musulmans. Des religieux, en tout cas des croyants. Des croyants, bien sûr. Donc on ne peut pas porter n'importe quoi et aller à l'école. Bien. Je vous en prie. Merci. Merci infiniment à vous, Sidibé Aboubacar. Nous allons donner la parole à un autre auditeur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. C'est Ali Macron, je vous appelle depuis Sangoya. Ali Macron, bienvenue. Que pensez-vous de cette décision des autorités de l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia? Moi, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que l'Université de Lansana Conté a pu prendre. Pour avoir étudié là-bas, je sais combien de fois. Évidemment, la crise morale dans notre pays, elle était profonde. Et vous comprenez, le délitement moral est l'expression de la crise morale qui s'effectue actuellement dans les universités. Alors, prendre une décision interdisant, surtout aux femmes, de s'habiller
de façon extravagante. Moi, je pense qu'on ne peut que saluer cette décision. Bien. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut que cette décision soit étendue aux autres universités, Bien. mais aussi dans les institutions d'enseignement au niveau du secondaire, mais aussi au niveau du primaire, parce que tout part de là. Ouais. Il faut aussi engager la responsabilité des parents par rapport à l'éducation vis-à-vis des Merci, élèves. tout à fait. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas trop de temps dans cette rubrique. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir à M. Lenkonsouma. Bienvenue à vous, M. Tierno Abdoul Baldi. Merci. Donc, M. Lenkon a tout dit que je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui. Parce qu'à l'université ou bien à l'école, tu pars là-bas pour étudier. Mais si tu pars là-bas habillé, poitrine dehors, étant professeur arrêté, tu es en train d'expliquer, mais c'est compliqué. Donc vous saluez cette décision. Oui, je salue cette décision. Parce que déjà, ISEG avait déjà fait, bon, si on connaît emboîte les pas, c'est une très bonne chose. Je demande vraiment à toutes les universités du pays d'emboîter les pas. Merci. Parce que, à l'université, c'est le savoir et non le désavoir. Merci infiniment à vous, monsieur Baldi. Un autre auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Bangoura et bonsoir au champion Lenkol qui est là-bas. Oladi Ibrahim, bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Lenkol, c'est une très bonne chose, moi je pense. Et d'ailleurs, moi je profite de cette occasion pour solliciter à ceux qui élargissent cette décision que ça concerne l'étendue du territoire, pas seulement les écoles. Monsieur Lenkol ne restait pas sans savoir qu'on ne peut pas essayer de vivre comme le blanc et espérer avoir les résultats des Noirs. L'Occident est très différent de l'Afrique. Bien. Si vous avez constaté, il y a beaucoup de cas de viol, mais Lincoln ne restait pas sans savoir que le mode vestimentaire en fait partie. Les gens évitent de le parler. Les ceux qui défendent les violences des femmes, qu'ils pensent à ça, qu'ils essaient d'éduquer aussi les filles ou les femmes qui s'habillent très mal. Sauf que cette décision, ça concerne même les hommes. Hein. Voilà, ça concerne même les hommes. C'est très important, mais il faudrait qu'on vive en africain. Merci beaucoup à vous, Oladi Ibrahim. On va sans doute relancer ce débat dans Auditorium. Nous allons prendre ce tout auditeur. Bonsoir. Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo depuis kilomètre 5 dans Debreka. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec l'avis d'Ibrahim Sori Lenkonsouma. Je partage entièrement son avis et je demande à ce que cette décision soit vraiment pérennisée. Et je souhaite aussi à ce qu'il y ait vraiment la généralisation de cette décision parce que pour moi, c'est une très bonne décision. Et je ne peux que vraiment féliciter les responsables de cette université. Merci. Merci infiniment à vous, monsieur Diallo Abdourahim. C'est avec vous que prend fin cette émission. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence.